Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Arthur Delaborde est en direct, je pense, avec Wilfried de Villers, au moment où le président de la République se dirige vers la tribune présidentielle et va saluer Elisabeth Badinter, va même embrasser Elisabeth Badinter. À ses côtés, la famille d'Elisabeth Badinter, sa fille, ses 2 garçons, et toute la famille, j'imagine, les petits-enfants de Robert Badinter qui ont pris place au premier rang de cette tribune. Et Gabriel Attal, bien sûr, Premier ministre, et Monsieur Larcher sont présents. Arthur Delaborde, vous êtes avec nous ? Je suis là, je suis bien là. Le cercueil, oui, la cérémonie va donc débuter là dans les secondes qui viennent. Le cercueil de Robert Badinter va franchir la grande porte du ministère de la Justice pour arriver ici sur cette place Vendôme, où l'attendent, vous l'avez dit, Pascal, Emmanuel Macron et la famille de l'ancien garde des Sceaux. Beaucoup de monde ici dans ce lieu inédit. Jamais un tel événement, un tel hommage avait été organisé sur cette place Vendôme. Des proches, des avocats donc, et un grand nombre de personnalités politiques. On a vu notamment l'ancien président François Hollande, plusieurs anciens premiers ministres, Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, également de nombreux députés. Je vais pas vous faire tout le déroulé en entier. Emmanuel Macron va donc prononcer un discours dans quelques minutes où il devrait notamment s'exprimer sur une éventuelle entrée de l'avocat au Panthéon. Certains de ses proches laissent d'ailleurs entendre qu'il y serait plutôt favorable. Le chef de l'État a également décidé de rendre hommage à une force de vie. Voilà ce que l'on peut nous dire dans son entourage. Un rendez-vous solennel qui a lieu sur fond de polémique, puisque, vous le savez, la philosophe Elisabeth Badinter, veuve de Robert Badinter, a exprimé le souhait que le Rassemblement national et la France insoumise ne viennent pas à cette cérémonie. Marine Le Pen n'est donc pas là, ni aucun membre du Rassemblement national, mais LFI a annoncé que le parti serait bien présent, et on a vu donc arriver tout à l'heure Caroline Fiat et Éric Coquerel, 2 députés LFI. Éric Coquerel qui n'a pas fait de commentaire, expliquant simplement que sa place était ici, puisque il dit avoir toujours combattu la peine de mort. Au moment où le cercueil quitte le ministère de la Justice, il est porté par des soldats de la République, et ce cercueil était dans la cour du ministère de la Justice, et il va passer sous le porche. Et à côté de ce porche, devant ce porche, il y a une très belle photo de Robert Badinter, une photo où il est âgé, bien sûr, et il porte un foulard avec un beau regard sur le monde. Le cercueil va se diriger sans doute vers le centre de la place Vendôme, et vous entendez peut-être des applaudissements qui salue ce passage de ce cercueil sur lequel un drapeau bleu, blanc, rouge a été posé. Et la réalisation, puisque je découvre en même temps que vous ces images, la réalisation montre une Elisabeth Badinter d'une très grande dignité et qui regarde passer ce cercueil avec la pensée pour l'homme qui a accompagné sa vie depuis tant d'années, et un couple qui aura bien sûr marqué la société française par ses engagements. Robert Badinter a été à l'origine de l'abolition de la peine de mort, et puis on connaît les combats féministes d'Elisabeth Badinter pour le sort des femmes depuis de nombreuses années. On connaît cette qualité intellectuelle que tous les deux avaient, 2 grands intellectuels. L'un au service de la justice comme avocat, mais également comme ministre, et l'autre au service des idées, avec Elisabeth Badinter. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues, et cette fois-ci des anonymes, qui sont venus pour rendre hommage à Robert Badinter. Et je pense que nous sommes avec Wilfried de Villers, qui lui se trouve avec
précisément ce public. Oui, écoutez, il y a plus de 200 personnes qui sont présentes là en ce moment pour assister à cet hommage qui vient de débuter. L'ambiance est clairement au recueillement. On le ressent très bien des personnes qui sont venues donc rendre hommage à l'homme qui était Robert Badinter et à ses prises de position, notamment, évidemment, vous l'avez évoqué Pascal, concernant l'abolition de la peine de mort. C'est ce que m'ont confié plusieurs personnes ici. De nombreux avocats et juristes, des étudiants en droit également sont présents en nombre, alors que Robert Badinter leur apparaît comme une grande figure du droit. Des personnes plus âgées sont aussi présentes. Une dame notamment qui a suivi tout le parcours de Robert Badinter m'a dit que c'était pour elle une évidence d'être là ce midi pour lui rendre un dernier hommage. Et puis elle m'a aussi dit qu'elle espérait que Robert Badinter puisse entrer au Panthéon. C'est ce qu'a évoqué Emmanuel Macron hier comme possibilité. Voilà donc l'hommage qui a débuté. Il y a un grand silence sur cette place. C'était le cas avant même que cet hommage débute. C'est pour ça que je vous parlais d'une grande ambiance de recueillement ici, place Vendôme. Et puis on découvre évidemment la famille de Robert Badinter, ses 3 enfants, Judith, Benjamin, Simon, et on devine également ceux qui sont ses petits-enfants, les enfants de Benjamin et de Simon sans doute, qui sont présents à cet hommage. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. La voix, évidemment, de Robert Badinter est entendue au milieu des applaudissements. Vous avez reconnu le célèbre discours de l'automne 1981. Et c'est cette voix, j'ai l'honneur de vous demander, au nom du peuple français, l'abolition de la peine de mort en France. Ces mots qu'il rêvait de prononcer, qu'il avait dit, Louis de Ragnel, puisque la peine de mort est abolie en France depuis 1981. 1980. Il y a 42 ans passés. Donc là, c'est assez beau parce que, en fait, avant que le président de la République prenne la parole pour un discours à 12h20, on va écouter donc la 7e symphonie de Beethoven. Et puis ensuite, pendant ce temps-là, il y aura la projection d'un film de photographie de Robert Badinter qui illustre le parcours de sa vie. Donc depuis son enfance, on a vu un acte de déportation d'ailleurs qui a été diffusé. Et donc là, on écoute la 7e symphonie de Beethoven. La 7e de Beethoven et en même temps, alors je le dis pour ceux évidemment qui ne voient pas les images qui sont retransmises à la fois à la télévision et qui sont retransmises en direct dans la cérémonie, vous avez beaucoup de clichés de Robert Badinter. On peut d'ailleurs voir la beauté de cet homme lorsqu'il avait 30 ans, 40 ans. On le voit avec François Sagan, on l'a vu avec Henri Torres, qui est un des grands avocats mythiques. Il avait commencé avec Henri Torres et qui fait partie des légendes du barreau. Lui, à l'époque, était un jeune avocat. Je crois qu'il a commencé au début des années 60, Monsieur Badinter, à être avocat. Et puis après, vous connaissez cette histoire et ce combat pour la peine de mort, et notamment la rencontre avec Buffet et Bontemps en 1972 à la prison de Clairvaux, et puis le procès de Patrick Henry en 1977, où il avait épargné à Patrick Henry la peine de mort. Patrick Henry qui avait tué un jeune enfant, le petit Philippe Bertrand, à 3. Donc ce sont des images très émouvantes, bien sûr, que celle-là. On va être dans quelques instants, je pense, avec Franz Olivier Gisbert, avec Alain Jakubowicz peut-être, mais écoutons quelques notes, si j'ose dire, de la voix de Robert Badinter. Le choix qui s'offre à vous, en cet instant, à vos consciences, car vous allez vous prononcer, ce choix est clair. Où notre société refuse une justice qui tue, et elle accepte d'assumer, au nom de ses valeurs fondamentales, celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes, la vie de celui qui fait horreur, dément ou criminel, ou les deux à la fois. Et c'est le choix de l'abolition. Où elle croire cette société, faire disparaître en dépit de l'expérience des siècles le crime avec le criminel, et c'est l'élimination. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort,
décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité. Franz-Olivier Gisbert est avec nous et Franz-Olivier était déjà présent la semaine passée au moment où on a appris la mort de Robert Badinter. Franz-Olivier qui a couvert avec 3 essais sur la Ve République ce temps, cette période si particulière que nous connaissons et que vous avez traversé à la fois comme jeune journaliste et puis ensuite comme journaliste expérimenté. Est-ce que vous gardez cette émotion que vous aviez la semaine passée, Franz-Olivier Gisbert, pour évoquer la mémoire de Robert Badinter ? Bonjour Pascal, oui bien sûr, c'est une époque et je trouve ça très bien, vous voyez, moi je ne peux pas passer pour macroniste après tout ce que je lui mets, mais l'idée d'avoir régulièrement des hommages nationaux sur des grandes personnalités comme Robert Badinter, mais il y a eu avant, enfin il y a une longue flopée de par exemple, il y a eu Jean d'Ormesson, enfin des tas de gens, et je pense que c'est bien d'essayer de se recueillir des personnalités de droite, de gauche, c'est pas important, mais c'est juste des personnages qui ont marqué l'époque. Et c'est vrai que quand on regarde le parcours de Robert Badinter, c'est juste un parcours incroyable avec toujours, moi j'avais insisté là-dessus la semaine dernière, c'est jamais oublier l'avocat qu'il était, l'avocat des causes perdues. Je me souviens un jour d'être allé à sa demande d'ailleurs pour aller voir un crime qui avait été commis à Gentilly, dans une chambre, il y avait du sang partout, enfin voilà, il s'occupait de ce genre de choses, quoi, avec l'amour des causes perdues, c'est-à-dire, enfin, toujours essayer de faire échapper les accusés à la peine de mort, parce que c'était quand même son grand problème à l'époque. Donc il y avait il y avait un vrai combat, il a continué à le mener après. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Mitterrand était souvent sévère avec les siens, mais il y avait toujours quelque chose de particulier quand il parlait de Robert Badinter. C'est clair, il y avait une forme de fierté, quoi. Il était fier d'avoir fait tout ça avec lui, et c'est vrai que le discours sur la peine de mort, enfin contre la peine de mort pour l'abolition, ça reste quand même un des grands discours prononcés à l'Assemblée nationale. Et quand je vois toutes ces images, ce qui me frappe aussi, c'est la beauté et la classe, si vous me permettez ce mot un peu trivial, la classe de Robert Badinter quand il a 40 ans, sanglé dans des costumes 3 pièces, et puis ce couple magnifique qu'il forme. Il y a quelque chose là-dedans aussi qui frappe l'imagination, la beauté et l'intelligence réunies ensemble. Il est très beau, ça aurait pu lui jouer des tours d'ailleurs, parce que les politiques très beaux, souvent, les électeurs n'aiment pas toujours ça, hein, on l'a vu dans le passé, il y a des tas d'exemples, peut-être pas avec Chirac, qui a été l'exception qui confirmait la règle. Enfin Macron, ça l'a servi quand même un peu, c'est un joli garçon quand même, Emmanuel Macron, lorsqu'il arrive en 2017. Joli garçon sur les photos, mais il n'y a pas l'espèce de folie qui s'emparait de tout le monde d'ailleurs, et d'ailleurs des femmes notamment, de Jacques Chirac quand vous baladiez avec lui, on a l'impression on se baladait avec Yves Montand, enfin on a l'impression d'une énorme star, c'est sûr que là... En tout cas, Robert Badinter forme un couple vraiment très, très, très beau, très élégant. Et avec une dame qui est une dame absolument considérable dans la pensée française, exactement. Il faut bien dire, Elisabeth Badinter, c'est vraiment une très 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 grande dame. Vous allez en parler juste après la pause, parce que je pense que vous étiez au Nouvel Obs en 89 lorsqu'il y a eu cette fameuse une, donc vous m'en parlerez dans une seconde, signée par Alain Finkielkraut, je crois, Régis Debray, de mémoire, Elisabeth Badinter, je dois oublier une 4e signataire peut-être. A tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1, Pascal Pro. Le président de la République va prendre la parole, je pense, cher Franz-Olivier. Donc nous allons bien sûr l'écouter. Nous aurions aimé parler d'Elisabeth Badinter, parce que c'est vrai qu'on en a peu parlé, forcément, et elle est importante. Badinter y assista à l'aube, le 28 novembre 1972. Dans la cour de la prison de la Santé. Avant, il y avait eu la plaidoirie désespérée pour sauver son client, Roger Bontemps, coupable qui n'avait pas tué. Le procès perdu à 3,
la grâce sollicitée en vain, les visites chaque matin dans la cellule, les derniers jours d'un condamné. Avant, il y avait eu ce dilemme insoutenable. Qui des deux condamnés, Buffet ou Bontemps, exécutés en premier? Ce sera Bontemps, avaient statué leurs avocats, car Bontemps a encore un peu d'espoir. Mieux vaut qu'il parte d'abord. Après, il n'y avait plus rien que la nuit. L'odeur de sang, les visages des bourreaux, la mort. La mort sans recours, une vie tombée parce que la justice, alors, tuée. Son mentor, Maître Torres, l'avait prévenu jadis, « Tu deviendras vraiment un avocat après ta première mort de condamné. » Ce matin-là, à la santé, c'est un couperet qui tranche aussi le destin de Robert Badinter. Avant ce matin-là, il était un partisan de l'abolition de la peine de mort. De ce jour, il en sera un combattant. Une idée simple gouverna désormais la vie de Robert Badinter. Pour ne pas perdre foi en l'homme, il ne faut pas tuer les hommes, fussent-ils les pires coupables. Il était devenu avocat par amour du droit et pour gagner sa vie, il sera l'avocat pour toujours de cette cause. L'abolition. Janvier 1977. Retour à Troyes, dans la même cour d'assises où furent jugés Buffet et Bontemps. Cri de la foule qui demande la mort de Patrick Henry, cet assassin d'enfants. Cri de la foule qui demande la mort de Robert Badinter, cet avocat des assassins. Les morts vous écoutent, répétait Robert Badinter. Et le fantôme de Bontemps l'écoutait. Les morts étaient sa conscience, mémoire d'outre-tombe dont il redoutait le jugement. À la barre, lui qui aimait et écrivait le théâtre ne jouait pas un rôle. Il était une âme qui crie, une force qui vit et arrache la vie aux mains de la mort. Si vous tuez Patrick Henry, lança-t-il au juré dont il cherchait le regard, alors votre justice est injuste. Le combat contre la mort devint sa raison d'être. Après Patrick Henry, Robert Badinter sauva la tête de 5 autres condamnés. Les morts nous écoutent. Les morts. C'est mort. Simon, son père, arrêté le 9 février 1943 par les séides de Klaus Barbie. Schindléa, sa grand-mère déportée à 79 ans. Idis, son autre grand-mère, que dans la fuite la famille dut laisser s'éteindre seule à Paris. Naftoul, son oncle, ses cousins, tant des siens décimés par la Shoah. La mort, comme ombre permanente, à chaque contrôle de papier dans ce village de Savoie quadrillé par les Allemands, surveillé par la police de Paul Touvier. La mort aux trousses, sa quête de fantôme, après-guerre, à Auschwitz. Oui, Robert Badinter fut un jeune homme hanté par la mort. Sans doute est-ce pour cela qu'il fit toute son existence le choix résolu de la vie. Nourriture terrestre, nourriture céleste, haut très haut et bas très bas. Il vécut intensément chaque minute. Fureur de vivre, des universités américaines au prétoire, gourmandise des mots, voyage jusqu'au bout des nuits sans sommeil pour étudier, devenir docteur, préparer ses cours. Épiphanie de travail et de savoir, fête de l'esprit, la vie. La belle vie, celle des théâtres, celle de l'opéra. La vie pour aimer, épouser Élisabeth, couple dans le siècle, unis par l'universel. Complicité dans les épreuves et les procès, les bonheurs et les livres. Presque 6 décennies d'une vie mêlée avec leurs 3 enfants, Judith, Simon et Benjamin. Lumière d'un grand amour et amour des grandes lumières, celle de Condorcet, de la Révolution, de la République.
Les morts vous écoutent. Ceux qui écoutent Robert Badinter, ce jour de septembre 1981, s'appellent Jaurès, Clémenceau, Briand, Camus, Hugo. À la tribune de l'Assemblée nationale, pour défendre la loi abolissant la peine de mort, le garde des Sceaux porte l'engagement du président François Mitterrand, formulé durant la campagne, en dépit de l'opinion. Robert Badinter parle. Plaidoirie inoubliable contre une peine capitale qui, par ses mots, est pulvérisée, à son tour exécutée. Robert Badinter parle. La peine de mort dissuasive, mais Patrick Henry lui-même criait à mort buffet, à mort bon temps, devant le même palais de justice de Troyes quelques années plus tôt. La peine de mort, dénoncée par les religions, les philosophies, les consciences du monde, la peine de mort, apanage des dictateurs. Robert Badinter parle. Et la justice, n'est-ce pas seulement des juges, des jurés, avec leurs failles, leurs erreurs? Alors faut-il accepter des exécutions sans cause, des cadavres par accident? Un homme qui n'a pas tué, coupé en deux dans la cour de la prison de la Santé? Non, ce n'est pas une question politique, c'est une question morale, un cas de conscience. Robert Badinter convainc. Une majorité vota pour la loi entière. Une majorité formée de la gauche, rejointe par quelques députés de l'opposition, menée par Jacques Chirac. Robert Badinter avait gagné son plus grand procès. Victor Hugo, son modèle, avait écrit 93. Robert Badinter venait de tracer 81 dans l'histoire du progrès français. Année de l'abolition. Cela suffisait-il? Non. Il fallait encore rendre la justice plus humaine et l'humanité plus juste. Poursuivre l'œuvre d'émancipation et de fraternité promue par Condorcet. Chasser les terribles démons de l'arbitraire qui tuèrent Condorcet et tant d'autres après lui. Derrière chacun, réprouvé, condamné, oublié. Le garde des Sceaux voulait toujours voir une vie. Simplement, irréductiblement. Vie des homosexuels, discriminés, dont Robert Badinter mit fin à l'opprobre légal. Vie brisée des victimes, dont il se soucia plus que tout autre avant lui. Vie citoyenne avec ses droits inaltérables. Il supprima les tribunaux d'exception et il ajouta un recours, celui de la Cour européenne des droits de l'homme, aux armes de liberté des justiciables français. Vie des détenus, car pour lui existait un droit qu'aucune loi ne pouvait entamer, aucune sentence retrancher, le droit de devenir meilleur, même en prison, même coupable. La vie, sa vie menacée, son honneur bafoué, parce qu'il fut pendant 5 ans le ministre le plus attaqué de France, cible d'une haine dont l'écho résonne encore dans cette place Vendôme. Mes chers compatriotes, tout à l'heure, vous l'avez applaudi, dans cette même place où alors des voix de haine s'élevaient pour l'attaquer en raison de cette abolition. La vie, cette vie sacrée, garantie par l'état de droit, par les lois fondamentales de la République, cette primauté de la personne humaine, inscrite dans une décision du Conseil constitutionnel qu'il présida et dont il était spécialement fier. Vie d'études et de sagesse à la tête de cette institution, vie vouée à défendre la dignité de chacun et l'unité de la République jusqu'au banc du Palais du Luxembourg. Protéger les vies, et qu'importe les frontières, vie brisée par les fers de l'histoire, arrachée par des assassins qu'il voulait voir jugés dans les cours internationales, vie au-delà de la France, sa patrie, lui qui aida tant de pays européens sortis de la dictature ou de la guerre à inventer leur constitution. Oui, Robert Badinter avait choisi la vie.
la vie heureuse, la vie en République. Souvenir des rêves de ses parents, juifs de Bessarabie, pour qui la France se disait avec les mots de Zola et les paroles de la Marseillaise. Souvenir des vies héroïques de ces habitants de Cognien en Savoie qui savaient que les Badinter réfugiés là étaient juifs et ne dirent rien aux Allemands. Robert Badinter, la République faite homme. La vie contre la mort. Cette vie portée jusqu'à son dernier souffle. Cet élan de colère qui fustigeait le négationniste le traitant, lui, l'avocat, sur les bancs des accusés en mars 2017. Cette vie, la sienne, qui en changea tant d'autres, qui en inspira tant d'autres, qui en éclaira tant d'autres, lucides sur la chance qu'ils eurent de croiser un jour ce géant du siècle. Et à mon tour, je mesure cette chance. La vie plus sombre, depuis vendredi matin, pour nous tous. Et pour les Français pleurant aujourd'hui sa force de colère, sa force de lumière qui nous grandissait tous. Les morts nous écoutent. Oui, les morts nous écoutent. Robert Badinter, vous nous écoutez désormais et vous nous regardez. Conscience morale que rien n'efface, pas même la mort, que le chagrin élève au rang d'exigence. Et vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires, l'oubli et la haine, semblent comme s'avancer à nouveau. Où vos idéaux, nos idéaux sont menacés. L'universel qui fait toutes les vies égales. L'état de droit qui protège les vies libres. La mémoire qui se souvient de toutes les vies. Alors nous faisons aujourd'hui le serment, je fais le serment, d'être fidèle à votre enseignement et votre engagement. Fidèle. Et vous pourrez écouter nos voix couvrir celles des antisémites, des négationnistes, comme votre voix couvrait la leur, les réduisait au silence. Fidèle. Et vous pourrez écouter des audiences, des plaidoiries, des lectures de jugement, cœur vibrant de l'état de droit si souvent remis en cause au moment où vous partez, fidèle, pour que vous puissiez écouter un jour, quand le Parlement du dernier pays pratiquant la peine de mort dira « elle est abolie », mettant le point final à notre combat désormais universel. Nous serons fidèles. Pour ceux qui ont été tués, pour ceux qui n'avaient pas tué, pour tous vos morts et pour ceux qu'il faut sauver. Pour Simon, pour Idis, pour Shinléa, pour Naftoul, nous serons fidèles. Pour cette part d'humanité qui fut si longtemps oubliée dans le siècle et demeure si fragile, nous serons fidèles. Car c'est vous qui aujourd'hui, parmi la foule, nous êtes fidèles. Vigie, aux sourcils broussailleux, fendu d'un sourire soudain, vibrant d'indignation et d'une colère juste quand sont attaqués les principes universels, vous nous restez fidèles. Comme vous l'étiez, chaque année, en silence. Homme parmi les hommes, rue Sainte-Catherine à Lyon, pour commémorer la rafle où fut enlevé votre père, un 9 février, encore. Vous êtes là, aujourd'hui, parmi nous. Les lois de la vie et de la mort comme suspendues, vaincues, abolies. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France, et vous attendent au Panthéon. Vive la République, vive la France. Très beau discours d'Emmanuel Macron à 12h35. Nous allons peut-être observer non pas une
petite page de publicité et pour ensemble évoquer les mots du président de la République, place Vendôme, pardonnez-moi. Je vous rappelle qu'un hommage est rendu à Robert Badinter. Vous écoutez Europe 1, Pascal Pro et vous de 11h à 13h. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Alain Jakubowicz est avec nous au moment où le cercueil est porté par des soldats de la République. Le discours d'Emmanuel Macron a salué évidemment l'engagement et l'homme d'exception qu'était Robert Badinter, et au moment où ce cercueil quitte la place Vendôme, les applaudissements dans la tribune officielle, mais également parmi le public, sont là pour saluer celui qui aura marqué nos vies, disons-le, et puis marqué également l'histoire de France, avec une décision importante, symbolique, essentielle, l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Alain Jakubowicz est avec nous. Alain Jakubowicz qui était extrêmement ému vendredi dernier et qui rappelait que M. Badinter est décédé le 9 février. Alors que son père, le 9 février 1943, avait été victime de la rafle de Lyon et qu'elle l'avait emmené dans les camps d'extermination. Alain Jakubowicz, bonjour. Bonjour. Je voulais avoir votre réaction peut-être après le discours d'Emmanuel Macron. Écoutez, c'était un beau discours, un beau moment, et évidemment le point d'orgue, l'annoncé de l'entrée de Robert Badinter au Panthéon. Voilà, je veux dire, c'est toujours un moment d'émotion. Moi, j'ai beaucoup plus été ému, je dois le dire, par le défilé de ses photographies, qui était le film de sa vie, qui était finalement le film du XXe siècle. Et c'est vrai que, à titre personnel, j'ai davantage été ému par ces images qui m'ont renvoyé tant de choses et qui ont sans doute renvoyé tant de choses à nos concitoyens, plus que par les paroles du président de la République, mais ces paroles étaient nécessaires et je te remercie de les avoir prononcées. On a pu revoir récemment des plaidoiries ou en tout cas des interventions de Robert Badinter. C'est l'art oratoire élevé au summum, et vous avez sans doute vu cet échange à Paris sur les réseaux sociaux, et puis je l'ai repassé également sur l'antenne de CNews lorsqu'il s'adresse à Robert Forisson, qui l'avait poursuivi pour diffamation. Et il avait gagné d'ailleurs, Robert Badinter, son procès, mais la force, la puissance, l'argumentation, le niveau intellectuel de Robert Badinter sont sans égal. Écoutez, c'était son mode d'expression. D'ailleurs, lorsqu'on l'entend dans cette déposition qu'il fait à la barre de la 17e chambre à Paris, lorsqu'il est poursuivi par Robert Forisson, on retrouve les mêmes accents que dans son discours à l'Assemblée nationale lorsqu'il demande l'abolition de la peine de mort. C'est la force de la conviction. Vous aurez observé son visage qui se crispe, vous aurez observé sa main qui se lève, son poing qui se serre, le débit qui est extrêmement saccadé et qui emporte la conviction de l'auditoire quel qu'il soit. Bien sûr que pourquoi ce talent? Parce qu'il était possédé, parce qu'il savait que c'était pour la justice, que c'était pour la vérité, et il était totalement transcendé par cela. Et c'est la force des avocats, de certains avocats effectivement, qui ont comme lui ce supplément d'âme, qui ne sont pas seulement avocats, mais qui avant tout sont des hommes. Si vous deviez garder une seule image de Robert Badinter, Alain Jakubowicz? C'est lorsqu'il venait, le 9 février, de façon anonyme, rue Sainte-Catherine. Personne ne savait qu'il allait venir, il était avec son chapeau et il allait s'isoler, seul, dans la montée d'escalier, sur les dernières marches que son père a gravies avant de partir vers les camps de la mort. C'est une image très personnelle, une image intime, mais il n'est pas possible, selon moi, de comprendre qui est Robert Badinter, qui il est devenu, comment il l'est devenu, sans avoir ces images et sans savoir ce qui s'est produit ce 9 février 1943. Il venait chaque 9 février ? Il venait très fréquemment, pas toutes les années, et au cours de toutes ces années, il n'a pris la parole qu'une seule fois, c'était en 2015. Pourquoi 2015 ? Eh bien évidemment tout de suite après les attentats, car là il a considéré que voilà, il y avait une telle similitude, il y avait un tel parallélisme, il y avait l'obligation pour lui de prendre la parole cette année-là. C'est ce qu'il a fait, c'est la seule année
où il a pris la parole rue Sainte-Catherine. Merci beaucoup Alain Jakubowicz, et merci beaucoup pour votre émotion, et puis merci pour la qualité des paroles que vous avez dites sur Robert Badinter. Nous sommes toujours avec Franz-Olivier Gisbert. Je disais qu'on pourrait évoquer Elisabeth Badinter, et je pense que vous avez sinon travaillé avec elle, mais en tout cas elle a été régulièrement dans les Amis du Nouvel Observateur, qui était à l'époque un journal d'exception, Franz-Olivier Gisbert, à la fin des années 80, gouverné par Jean Daniel. Ma génération se nourrissait, disons-le, au Nouvel Obs. Et oui, vous faisiez allusion à la pétition signée par Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, Régis Debray et Catherine Kinsler. On l'avait oublié, c'est une philosophe spécialiste de l'esthétique, de la laïcité. Bon, et c'est vrai que ça a été un grand moment du Nouvel Observateur qui était dans tous ces combats-là, c'est clair. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, les deux d'ailleurs, parce que c'était vrai aussi de Robert Badinter qui était très proche, très, très ami de Pierre Bénichou, mais les deux faisaient un peu partie de la famille. Et je dois dire, je vous le disais tout à l'heure, moi qui suis toujours un peu économe, j'allais dire avare de mon admiration, c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Elisabeth Badinter qui est le prototype même de la personne, de la femme très courageuse. Alors, évidemment, Robert Badinter, il était habité par ses convictions, mais je veux dire, elle aussi, et c'est vrai qu'elle a fait preuve très souvent d'un courage absolument inouï, notamment d'ailleurs en signant cette pétition en 1989, qui a fait la une du Nouvel Observateur. Vous vous souvenez, c'était l'histoire de Creil, le proviseur qui avait refusé l'entrée à des jeunes filles avec couvert de foulard islamique. Et il y avait toute une polémique. Bon, le ministre de l'époque de l'Éducation n'avait pas été très brillant, c'était Lionel Jospin. Il a refilé la patate chaude au Conseil d'État, qui lui-même n'avait pas été très brillant, parce que le Conseil d'État, il est toujours un petit peu rampant. Je ne vais pas rappeler des mauvais souvenirs de l'occupation, mais bon, il n'a pas toujours été formidable. Et là, le Conseil d'État, il avait coupé la poire en deux. En fait, toute l'idée, c'était de laisser les profs se débrouiller. Et le proviseur de Creil, d'ailleurs, avait piqué une grosse crise. C'est un personnage absolument extraordinaire. Et il s'était présenté après comme député RPR, c'était à l'époque, et Ernest Chénier, il s'appelait, je me souviens, et il l'avait emporté d'ailleurs. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. Le prochain livre, Franz-Olivier, vous avez terminé la trilogie sur la Ve République. Oui, la trilogie est terminée. C'est dommage, parce que vous savez que ceux qui l'ont lu, c'est ce qu'on appelle un page-turner. Le lisent, il y a des portraits, il y a des anecdotes, il y a des paroles que vous rapportez, des dialogues. C'est extraordinaire. Je ne peux pas vous dire autre chose. Merci. Le journaliste que je suis est baba d'abord de votre talent et surtout de la profusion de ce talent. C'est ça qui est absolument... Il y a quand même 1000 pages à peu près. Il y a 1500 pages, non ? Sur les 3 ? Ouais, ça doit être ça. Ouais, un peu moins. Mais vous écrivez... Vous aurez un 4e volume, mais ce ne sera pas la trilogie, ce ne sera pas l'histoire de la 5e, ce sera plus comment on en est arrivé là, les racines, si vous voulez, les racines historiques et idéologiques, mais évidemment sous forme de mémoire, parce que je suis admiratif de votre talent. Je trouve que c'est injuste. Je trouve que vous avez trop de talent. C'est injuste, Franz-Olivier Gisbert. Vous êtes trop doué. Mais écoutez, je ne sais pas. En plus, vous écrivez, mais c'est. Non, mais je travaille. Attendez, vous pouvez imaginer demander à ma femme. C'est atroce. Je commence tard, je finis tôt. Enfin, c'est atroce. Je travaille comme un chien. Ça veut dire quoi, ça ? Je commence tard, je finis tôt. C'est une drôle de phrase. Non, je voulais dire l'inverse. Ça doit être l'émotion. Ça, c'est l'émotion. C'est l'émotion qu'on provoque quand vous venez nous voir. J'ai dit exactement l'inverse. Bon, je voulais dire. Voilà. En tout cas, merci. Vous voyez dans quel état vous me mettez. En tout cas, le discours de Macron, franchement, était bien. Oui. Et il a dit quelque chose de magnifique. Et je pense que ça nous parle à tous. Les morts nous écoutent. Oui, je suis d'accord. Quand vous avez des gens de votre famille qui sont morts, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vivre tout le temps avec eux et qui vous écoutent et qui vous voient même ? C'est fascinant. Voilà. Je suis d'accord. C'est sûr que Robert Badinter nous écoute. Je suis absolument d'accord avec vous. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. On est avec Christian. Merci, Pascal Pro. Merci, on est avec Christian qui est un auditeur. Bonjour, Christian. Bonjour, Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous avez écouté sans doute le discours d'Emmanuel Macron ? Une partie, j'étais en voiture et des fois, j'avais pas tout. Mais
Ça m'avait l'air d'être un beau discours. Et je pense que le président, à la limite, avec tous ces hommages qu'il est obligé de rendre depuis quelque temps, ça va être... ou alors c'est un très bel acteur. Je ne sais pas, mais il a la voix, il a la prestance, il a les mots. Je ne sais pas qui lui écrit les papiers, mais c'est pas mal. Il les incarne Alors, bien, mais c'est bien ces hommages, et je crois que c'est Franz Olivier qui disait ça tout à l'heure, de rendre hommage aux grands hommes de la République qui ont fait des choses essentielles et qui ont marqué nos vies. Ça se faisait pas effectivement de la même manière dans les années 70 et 80. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommages. Hommage à Simone Veil, il y a eu beaucoup d'hommages ces derniers temps qui ont été faits, hommage même à Jean-Paul Belmondo, bien sûr, des figures de la société parfois politique, civile, artistique. Tout à fait. Et on peut trouver ça intéressant. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même quelqu'un qui arrive à bien retraduire un petit peu l'émotion, la sensibilité. Alors c'est pour ça, je disais à ma femme, je lui dis, si ça vient pas de son cœur, à la limite c'est un très bel acteur. Mais c'est vrai qu'après j'ai repensé, je crois que Brigitte était prof de théâtre ou un truc comme ça, je crois. Oui, non, mais n'entrons pas là-dedans, Christian. C'est pas le jour. Voilà, n'ironisons pas là-dessus. Je trouve que salons la mémoire de Robert Badinter, salons peut-être également le discours. Et les polémiques, peut-être, nous pouvons effectivement les oublier. Alors, est-ce que la France Insoumise a eu raison d'y aller alors que la famille... Moi, il me semble qu'il faut quand même écouter et respecter le vœu de la famille, me semble-t-il, Christian. Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas faire un hommage national. Il faut faire je partage un pas. Recueil privé. Non, Pascal, il ne faut pas tourner les mots. Soit on fait un hommage national, et dans ce cas-là, on invite la nation. Et la nation, c'est quand même tout le monde, non? À moins que je me trompe. Mais la nation, deuxièmement, l'hommage national, c'est Emmanuel Macron qui le décide, mais la famille, c'est elle qui a le droit de dire son... Alors dans ce cas-là, la famille, elle avait qu'à pas venir si ça ne l'intéressait pas. Mais Christian, d'abord, la famille, elle a juste donné son avis. Elle n'a pas pris Manu Militari, monsieur Coquerel, pour le sortir. Elle n'a pas fait de scandale, simplement elle a exprimé son avis. Elle a le droit quand même. Mais elle a tout à fait le droit, comme moi j'ai le droit d'y assister. Eh ben c'est possible, mais moi personnellement, si il y a un hommage national qui est décrété, on dit la famille dit je veux pas que Pascal Praud soit là, j'y vais pas. Mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors la deuxième réflexion, quelles sont les raisons? C'est très simple, les raisons. Robert Badinter, vous savez, il est juif. Et évidemment les positions de la France Insoumise. Je peux imaginer qu'il perçoit une forme d'antisémitisme. Je peux imaginer, je vous le répète, je n'en sais rien, qu'il perçoit une forme d'antisémitisme dans les prises de position régulières de la France Insoumise. Je peux imaginer ça. Alors, ça n'élève pas la dignité de la famille, premièrement. Et deuxièmement... Parce que vous ne trouvez pas que la France Insoumise a des prises de position qui... on peut s'interroger là-dessus? S'interroger de quoi? Qu'elle est, pourquoi pas, antisémite, qui a des prises de position qui... Antisémite, mais arrêtez d'être vulgaire, là, parce que là, quand vous dites que Mme Yaël Braun-Pivet, par exemple, va camper... et qu'on emploie le mot camper, que vous attaquez Routel, Krief, etc., et c'est à chaque fois dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, la question peut se poser. Est-ce que c'était sa place? Est-ce que c'était sa place, c'est-à-dire j'ai pas compris, la place de qui? Il y a une privée, là, où je ne sais pas qui, la présidente de l'Assemblée. Décorchez pas son nom, c'est Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, Christian. Et il me semble que le mot camper renvoie précisément à un univers et chacun peut l'interpréter comme ça. Vous interprétez tout. C'est un faisceau de présomption, comme dit l'autre. Non, mais alors, ce que la famille pourrait au moins avoir la dignité, c'est de lire les propos de Jean-Luc Mélenchon dans le Nouvel Obs. Il a fait un papier, justement, dans le Nouvel Obs. Oui, sur Robert Badinter, bien sûr. Est-ce que vous l'avez lu? Bien sûr que je l'ai lu, mais je ne suis pas dupe de ce papier, voyez-vous, parce qu'en fait, il veut sans doute se rattacher à la cause de Robert Badinter, mais Robert Badinter ne le souhaite pas. En clair, il veut être ami avec lui, mais Robert Badinter ne souhaite pas être ami avec Jean-Luc Mélenchon. Il le dit que tous
n'étaient pas forcément de la même acabit, et donc chacun avait son avis, mais il y avait le respect. Ils ont travaillé ensemble et il y avait le respect. Est-ce que j'ai vu des mots qui écorchaient la dignité, la prestance de Badinter dans le papier du Nouvel Obs? Pas du tout. Alors, c'est vous qui interprétez. Alors, moi, ça me fait marrer parce que on dit... enfin, là, ça revient un petit peu... Je rappelle que le Hamas, on ne le qualifie toujours pas de groupe terroriste. Oui. Je rappelle qu'on... c'est un groupe terroriste, le Hamas. On a toujours condamné l'acte. On a toujours condamné. Non, mais si vous considérez que le Hamas n'est pas un groupe terroriste, c'est difficile d'entamer une conversation avec vous. Pas sur les mots. Ah non, mais les mots ont un sens, monsieur Christian. Les mots ont un sens. Oui, mais c'est vous qui l'interprétez. Non, c'est un groupe terroriste, ça, j'interprète rien du tout. Je veux dire, c'est la France. C'est vous qui interprétez. Non. Le Hamas, il existe depuis... Non. Christian, c'est un acte terroriste. C'est terminé de toute façon. Par rapport à Badinter, hein. C'est pas bien ce qu'on est en train... Parce qu'on est parti bien loin. Là, alors, vous avez raison, restons sur l'hommage, vous avez raison, restons et rendons hommage à Robert Badinter comme nous l'avons fait et saluons sa mémoire. Et pour le reste, oublions ces dernières conversations pour Pascal. Se recentrer précisément sur l'hommage à Monsieur Badinter. Céline Géraud, c'est à vous. Merci Pascal. Évidemment, on reviendra sur cet hommage à Robert Badinter. On reparlera évidemment de sa décision du Conseil d'État concernant CNews, avec quelques réactions. La dématérialisation aussi du permis de conduire. C'est officiel depuis aujourd'hui. Bien aujourd'hui, vous pouvez avoir votre permis de conduire sur votre smartphone. Ah, voilà. On vous explique pourquoi, comment, et est-ce que c'est un peu le sens de l'histoire. Il faut quand même le passer toujours. Il faut toujours le passer. Bah oui, quand même. Oui, il faut toujours le passer. Absolument. Oui. Je croyais qu'il avait pu le passer. Et puis la SNCF, à quoi faut-il s'attendre alors que dans 2 heures maintenant on saura si... avec la SNCF, parce que les trains sont souvent à l'arrêt. Exactement. Merci Ami. Il est 12h. Et la Saint-Valentin. Oui, absolument. La Saint-Valentin. L'amour ne se susurre pas, il se hurle. Exactement. Et en italien désormais. Exactement, l'amour est shakespearien. 12h56 à 57 même. Oui. Tout augmente. À demain. Pascal Pro de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.